Recherchez la limite quand x tend vers 0, 0 de ln de cosinus nx, n étant un nombre entier qui n'est pas nul, donc c'est-à-dire c'est 1, 2, 3, 4, etc., mais pas 0, et divisé par ln de cosinus mx. Alors, que constatons-nous dans ce cas de figure? C'est qu'on a un rapport. Déjà, on a un rapport, puisqu'on a une division, là, vous voyez une barre de division qui est un rapport. Secondo, on a deux logarithmes népériens qui incluent à l'intérieur tous les deux de cosinus. Donc, simplement, ce qui va changer ici, c'est l'argument du cosinus. C'est l'argument du cosinus, rien d'autre. C'est l'argument du cosinus. Ici, l'argument du cosinus vaut nx, et là, il vaut cosinus mx. Alors, ça nécessite, je veux dire, une petite visibilité concernant ces deux fonctions. La première des choses, c'est que quand est-ce que l'argument... Bon, je vais commencer par le point de départ. Je prends un x, je vais faire le numérateur, cosinus nx. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un nombre entier, on multiplie par x. Ensuite, on en prend le cosinus, n fois x, donc une fonction trigonométrique. Et ensuite, je prends une fonction de type logarithmique, qui est logarithme en base e, qui est logarithme en base e. Et bien, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On prend logarithme en base e du cosinus de n de x. Bon. La première chose à se dire, c'est que un logarithme, l'argument d'un logarithme, en ln de a, a est strictement positif. C'est-à-dire qu'ici, le cosinus nx doit être strictement positif. Ça, c'est déjà une chose. Donc, ça veut dire que quand est-ce que le cosinus est positif? Il y a une zone de positivité du cosinus, parce que le cosinus peut être aussi bien positif que négatif, et je vous rappelle que attention que c'est strictement positif. Strictement, c'est pas, j'ai pas dit positif. Quelle est la différence entre positif et strictement positif? Il y a une petite nuance. Positif signifie plus grand ou égal à 0. Donc quand on dit positif, on inclut le 0, c'est plus grand ou égal à 0. Voilà. Mais quand on dit strictement positif, là, c'est plus grand, strictement plus grand que 0. Et je vous rappelle que le cosinus, on mesure sur l'axe des x, là on aura plus 1, là on aura moins 1, et là on aura 0. Donc quand est-ce que le cosinus est positif? Dans le premier cadran et le quatrième cadran. Je vous rappelle que ça c'est le premier cadran, le quatrième il est là, puisque dans le deuxième cadran le cosinus est négatif, et dans le troisième il est aussi négatif. Voilà, les cadrans sont comptabilisés comme ça, c'est dans le sens antéologique. Voilà le premier, voilà le second, voilà le troisième et voilà le quatrième, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on définit, la définition des cadrans sont données de cette façon-là. Alors quand est-ce qu'il est positif, strictement positif? Eh bien là il y a deux points rouges, on ne prendra pas l'angle de pi demi et moins pi demi, on ne prendra pas, mais tout ce qu'on pourra prendre sera compris dans la zone que je vais mentionner dans un petit instant, dans la zone ici et la zone là. Mais vous ne pouvez pas prendre, donc c'est-à-dire ça va être pris dans pi demi moins pi demi, pi demi. Voilà, donc on ne prend pas moins pi demi, bien sûr plus qu'à pi. Ici je vais marquer moins pi demi, moins pi demi. Bon, et je peux même marquer, pour avoir moins pi demi, c'est plus 2 capi. Plus 2 capi, point virgule, pi demi, plus 2 capi avec k appartenant à z. Comme ça, j'ai chaque fois les intervalles, les bons intervalles qui reviennent à chaque fois. Donc je ne peux pas prendre moins pi demi, pi demi. Ceci étant dit, voilà, quand est-ce que c'est strictement positif? En plus de ça, autre chose à dire, c'est que le cosinus, ici, il varie dans la zone de positivité de 0 qu'on ne prend pas, bien sûr. 0, c'est un point rouge ici. Parce qu'on ne prend pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on recherche la limite. Je recherche la limite quand x tend vers 0, parce que c'est un point qu'on ne prend pas. Dans un petit instant, je vais mettre le domaine. Mais remarquez bien qu'ici,
la valeur ici, elle est plus petite que 1. Plus petite que 1. Et ça, ça a à voir avec le logarithme népérien. Enfin, ça va avoir un impact sur le logarithme népérien. Parce que, pourquoi? Le logarithme népérien, c'est une fonction qui fait ceci. Voilà, qui fait ça. Ça, c'est le logarithme népérien. ln de x. Alors, ça c'est x, ça c'est y, bien sûr. L'origine étant ici. Là, on a une asymptote verticale avec une tendance. Là, on tend vers moins l'infini quand on tend vers l'asymptote verticale. Voilà. Mais on peut se rendre compte de quelque chose. Bon, le logarithme népérien s'annule en 1. ln de 1, ça fait 0. Mais ici, le logarithme népérien, il est négatif. Hein. Voilà. Donc, en dessous de 1, le logarithme népérien est négatif. Bon, maintenant, au-dessus de 1, il est positif. Mais en tout cas, ici, comme on a un logarithme, un cosinus dans le logarithme, et que le cosinus, voilà, il va aller jusque de 0 à 1, 0 non compris, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on aura du négatif. Le logarithme sera négatif. Donc, on va avoir, comme on a un logarithme de cosinus qui varie là de 0 à 1, enfin 0 non pris, bien sûr, jusqu'à 1, ben, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir du négatif. Alors, on va avoir un logarithme qui est négatif. Eh bien, on va entrevoir la chose là. Ça, c'est une chose. Alors, bien sûr, on aura une fonction périodique. Hein, puisque la fonction revient à chaque fois au même endroit. Je vous ai montré qu'ici, il y avait un intervalle de périodicité. Un intervalle de périodicité qui est là. Voilà, l'intervalle de périodicité qui est ici. Donc, on peut se dire que ln sera la fonction ln de cosinus 3x, enfin, de nx. Nx sera périodique. Bien, on va voir ça tout de suite, dans un petit instant. Je vais créer deux curseurs. L'un pour entier, bien sûr, qui va aller à partir de 1 jusqu'à 30, pourquoi pas. Incrément de 1, que j'appelle n. J'accepte. Et je prends un second curseur qui va représenter un nombre entier aussi de 1 à 30, pourquoi pas. Qui va s'appeler, bon, ici j'aurais dû l'appeler m. Bon, enfin bref, je l'ai appelé ici. Donc je vais écrire ici cosinus, bien sûr, de n fois x. Hein, pour le premier. Voilà, un cosinus est toujours compris entre moins 1 et 1. Vous le voyez, c'est comme ça. Sauf si je fais, bien sûr, 5 fois le cosinus. Ben là, je démultiplie le cosinus par 5. Les y sont multipliés par 5. Mais ça, c'est normal. On me démultiplie la fonction cosinus par 5. Donc, on va passer de 1 à 5. Mais en tout cas, le cosinus, il est compris entre moins 1 et 1. Alors, comme je vous ai dit, si je prends le logarithme népérien, je ne peux pas prendre les négatifs. Je ne peux pas prendre les négatifs. Donc, prenons le logarithme népérien de f. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on a une fonction périodique, comme je vous l'ai dit. Bon, ça c'est une chose. Et quand le cosinus est négatif, eh bien, il n'y a pas d'image pour le logarithme népérien. Il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image. Vous le voyez, il n'y a pas d'image quand le cosinus est négatif. Donc, on n'aura du vert que quand la fonction est positive. Et je dirais même strictement positive. Quand elle est strictement positive, ben, on aura une fonction vert. Quand le cosinus est au-dessus, on exclut les zéros, les racines, ben, quand le cosinus passe au-dessus de l'axe des y, ben, on a une image de la fonction logarithme népérien. Alors, je rappelle les axes. Je peux mettre un axe x en une asymptote verticale en x égale moins pi demi. Voilà. Ça, c'en est une. Moins x égale pi demi. C'est une seconde. Asymptote verticale. Puis je peux faire x égale pi demi plus 2pi. Voilà. Moins pi demi moins pi demi plus 2pi. Voilà, et ainsi de suite, je peux continuer les asymptotes comme ceci. Bon, vous voyez que c'est bien juste que j'ai mis comme intervalle, donc c'est pas un problème.
Alors ça c'est la première chose. Alors maintenant, autre chose, pourquoi le logarithme népérien est négatif? Mais c'est normal parce que le cosinus a ses valeurs comprises entre 0 et 1. C'est comme je vous ai dit, là, le logarithme népérien est négatif. Il est négatif là. Donc, quand on a le cosinus, voilà, le cosinus est compris entre 0 et 1. Vous voyez ici, c'est compris entre 0 et 1, donc le logarithme népérien sera négatif. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Ben, on aura une fonction qui sera située dans les négatifs quand la fonction cosinus est, bien sûr, est positive. Hein. Parce que quand elle est négative, il n'y a pas d'image. Quand elle est négative, il n'y a pas d'image. Bon, je l'ai mal fait ici, bon, je peux le refaire. Bon, je vais essayer de le refaire correctement, parce que c'est vrai que je ne peux pas dépasser. Bon, je peux le faire sur GeoGebra, on peut voir cette visibilité. Ben, voilà, avec les asymptotes, on les voit. On voit les asymptotes. Vous voyez que entre l'asymptote J et L, ben, il n'y a pas d'image, parce que le cosinus est négatif. Voilà, mais entre H et J, le cosinus est positif, on a le logarithme népérien qui est négatif, c'est normal, parce qu'on a des valeurs comprises entre 0 et 1 du cosinus, et ainsi de suite. C'est une fonction périodique. Alors c'est une fonction périodique de période 2π. Hein. Alors, si je mets... alors, cosinus de 0, ça fait 1, et ln de 1, ça fait 0. Donc, là, on a une racine. Hein. Une racine en 0... Non, pas en 0, 0. Si, en 0, 0, on a une racine. Ça, c'est une racine. Parce que cosinus de 0, ça fait 1, et ln de 1, ça fait 0. Donc ça, c'est une racine. Alors, si vous voulez une autre racine, ben, c'est 2π plus loin. Je vais chercher 2π, 0. Voilà, ça, c'est une autre racine. Donc elle est périodique de période 2π, cette fonction-là. Alors maintenant, si je devais faire n égale 2, ben, je réduis la période. Puisque faire cosinus nx, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une affinité suivant x, c'est-à-dire c'est une division des x. On divise les x par n. Écrire f de kx, et les x, vous prenez un x, et il sera divisé par k. Par rapport à une origine, bien sûr. Hein. Les points seront divisés par k. Donc chaque point va subir une affinité. On va diviser par k. Ce point-là, x1 divisé par... Si je divise par k, ben on a un x1'. Ce point x2 de la courbe, supposons que la courbe elle est là, je fais une affinité, ben, j'aurai x2'. Si ce point est là, voilà, je fais une affinité, j'aurai x3'. Ben, chaque fois par division par k. L'affinité, voilà, c'est une division par k. Et là, c'est x3. Eh bien, si je mets cosinus nx, c'est pareil, je fais une affinité, une division par k, par n, ici c'est division par n, dx, c'est-à-dire que la période va être réduite, sachant que cosinus x est périodique de période 2π, cosinus nx est périodique de période 2π, 2π sur n. 2π sur n. Voilà. Donc la période, si vous voulez, diminue. Ici, la période vaut t égale 2π, et là, elle vaut 2π sur n. Donc, c'est normal que quand j'augmente le n, vous voyez que la fonction devient de plus en plus petite. Voilà. Et donc maintenant, si je diminue le n, maintenant si je descends en dessous de... Si j'ai pris des entiers, hein, je ne saurais pas descendre en dessous de 1. Si je descends en dessous de 1, c'est divisé par 1,5, donc c'est faire x2. Donc là, on a une démultiplication par 2 des x. Parce que divisé par un facteur k, c'est multiplié par... enfin, divisé par un facteur 1 sur k, c'est multiplié par k. Et donc là, la fonction va s'agrandir plutôt que se réduire. La période va augmenter plutôt que de diminuer. Mais on n'a pas ce cas-ci ici parce que ici on a des entiers, n est entier. Bon, alors maintenant, pour ce qui est du dénominateur, c'est pareil. C'est pareil. Donc on aura cosinus mx. Donc je vais créer cosinus de mx, ici c'est i fois x. Voilà, la fonction cosinus. Je vais chercher le logarithme népérien de p. Et voilà, c'est ça, bon, c'est un peu la même chose. Et donc, on fait la division de
de deux mêmes fonctions, si ce n'est que les périodes changent. Alors maintenant, quel est le domaine de cette fonction? Comme je vous l'ai dit, bon, on a le numérateur, ln de cosinus nx. Alors je vous ai dit qu'ici cosinus nx appartient à moins pi demi plus 2 pi, point virgule, enfin, doit appartenir pour être mis dans le logarithme népérien, il doit appartenir à cette zone-là, pour qu'il puisse rentrer dans le logarithme népérien. Voilà. Maintenant, si j'écris ln de cosinus mx, c'est la même chose. Le cosinus mx, ah oui, attention qu'ici c'est nx, donc ce sera, oui, ici il faudra diviser par n, n, n et n. Alors cosinus mx, il appartient à la zone moins pi demi, parce que tout à l'heure j'ai traité quoi? J'ai traité cosinus x, hein. Oui, à mon avis j'ai traité, oui, cosinus x, d'accord. Ouais, ça c'était pour le cosinus, hein. Ici j'ai traité le cosinus x, et pas le cosinus mx. Parce que, voilà, pour traiter le cosinus mx, ben, il faut diviser par m. Bon, donc ici je divise tout par n, et là je dois diviser tout par m. 2 k pi m, point virgule, pi sur 2 m plus 2 k pi. Alors, maintenant si je fais la fraction, comme ceci, cosinus mx, bien sûr, celui-ci sera toujours différent de 0. Hein. Non, je m'excuse, il ne sera pas différent de 0. Je ne peux pas avoir le cosinus qui vaut 1 ici. Le cosinus ne peut pas valoir 1. Voilà. Parce que là, ça va, l'n de 1, ça fait 0. Et justement, il doit être différent de 0. Donc, encore une fois, quand est-ce que le cosinus est différent de 0? Est différent de 1, je m'excuse. Le cosinus mx, qui est cosinus alpha, alpha doit être différent de... donc, ceci doit être différent de 1. Ça doit être différent de 1. Parce qu'il y a un logarithme népérien au dénominateur. Ln de 1, ça fait 0. Et je ne peux pas avoir ln de 0 au dénominateur. Donc là, on doit avoir... quand est-ce qu'on a 1? Ben, on a 1 en 0 plus 2 pi. Mais comme alpha vaut mx, ben, on a 0 sur m plus 2 pi sur m. Voilà. Et là, vous avez tout. Vous avez tout. Donc on a le domaine. Que vaudra le domaine de la fonction? C'est R sauf tout ce que je vous ai dit. On va enlever on va enlever 3 intervalles. 1, 2 et 3. Alors, le premier intervalle qu'on va enlever, ben, c'est moins pi demi. Alors, je vous rappelle que la fonction, c'est cosinus nx. Donc, je vais enlever tout ce qui est nx. Donc, divisé par n, divisé par 2 k pi sur n, jusqu'à pi demi, plus 2 k pi sur n. Voilà. Alors, l'autre, c'est moins pi demi m plus 2 k pi sur m, point virgule, pi demi sur m plus 2 k pi sur m. Et en fait, le dernier, c'est ce qui va annuler le dénominateur, c'est ln de 1, c'est-à-dire quand le cosinus vaut 1 en 0 plus 2 k pi. Ou si vous voulez, pour mx, ce sera 0 sur m. Alors je rappelle que 0 sur m, ça fait 0, bon, ça change rien. Donc c'est 2 k pi sur m. Et si k vous
0, on a bien 0 sur m. Et 0 sur m, ça fait 0. Donc, 2 capi sur m. Alors, faudra enlever cette valeur-là. Ici, c'est pas un intervalle, c'est juste une valeur. Donc ici, on va enlever ceci. On doit enlever ceci, mais je dois encore enlever le singleton ici. Enfin, le singleton, c'est une infinité simple. Hein. C'est une infinité simple de valeurs. C'est pas un singleton. C'est une infinité simple de valeurs. C'est toutes celles qui donnent 1. Ça, c'est toutes celles qui donnent 1. Et ça, c'est toutes celles qui sont négatives et dont le logarithme népérien ne peut pas prendre ces valeurs-là parce que... Enfin, si, je m'excuse. Là, je me suis trompé. C'est les valeurs que je peux prendre, là. Ça, c'est les valeurs que je peux prendre. Donc, c'est pas tout R. Là, je m'excuse. Le domaine, c'est pas R. Je m'excuse. Le domaine, justement, c'est ça que je peux prendre. Union. Donc, le domaine, je recommence, hein, parce que je me suis trompé. C'est pas R. Hein. C'est X appartenant à ceci, puisque ça donne le cosinus positif. Union, ça donne le cosinus positif. Voilà. Ça, c'est l'ensemble des valeurs composées de deux intervalles, moins celles qui vont donner, voilà, ici, il faut enlever celles qui vont donner la valeur ln de 1, c'est-à-dire au dénominateur, c'est-à-dire 0. Voilà. Et ça, c'est le domaine. Le domaine, il est là. Le domaine est là. Eh bien, maintenant, je vais créer cette fonction, donc, ln. Vous voyez que si je modifie la période, c'est un peu la même chose que tout à l'heure, c'est la même chose. Et maintenant, je vais faire le rapport des deux. Alors, je prends un n petit pour bien voir les choses. Je vais faire un zoom. Alors maintenant, on a étudié le numérateur. Ce sont les asymptotes verticales. Et maintenant, je vais faire le rapport de la fonction ln de cos, par exemple 2x, voilà celle-ci, et l'autre. Alors, je peux modifier le n. Comme je vous ai dit, le n, ça c'est je modifie le n, c'est le numérateur. Je modifie le n du numérateur. Le n du cosinus se trouvant dans le logarithme népérien du numérateur. Maintenant, je peux modifier le m de... Ici, c'est i sur GeoGebra. Le m du cosinus du dénominateur. Alors, si je mets à 1, j'ai ceci. Voilà, donc, maintenant, si je fais le rapport... Alors ici, je vais trouver 1. Hein, c'est normal parce que... Pourquoi? C'est tout à fait logique. Parce que je vais faire deux fonctions identiques, le rapport de deux fonctions identiques. Puisque le n et m vaut 1. Ici, tous les deux 1. Donc, j'aurai que ln de cosinus x sur ln de cosinus x. Donc, ça fait 1. Donc, je dois trouver 1. Alors, je vais faire le rapport. Donc, la fonction, c'est g sur q. Voilà. 1, bien sûr, aux endroits où doit exister la fonction, où existe la fonction logarithme népérien de cosinus. Hein. Maintenant, je vais modifier la valeur de... Voilà, vous voyez qu'en modifiant la valeur de n, ce que ça donne, et en modifiant la valeur de m, ce que ça donne. Alors, cette fonction, elle est comment? Elle est positive, cette fonction, strictement positive. Pourquoi? Parce que au numérateur, vous avez une fonction négative. Je vous l'ai dit pourquoi, parce que le cosinus est compris entre 0 et 1. Et donc là, on a quelque chose de... bon, si je veux voir la chose, le cosinus nx, il est compris entre 0 et 1.
Donc ça veut dire que ici le cosinus il est positif. Si je prends ln, non il est négatif. Cosinus entre 0 et 1. Bon, ici il est positif. Oui, entre 0 et 1, il est bien positif, le cosinus, mais il est compris entre 0 et 1, c'est des petites valeurs, 0,7, 0,8. Et donc, ln compris entre 0 et 1, des valeurs comprises entre 0 et 1 du ln, le ln est négatif, d'office. Mais on aura un ln négatif au numérateur et un ln négatif au dénominateur. Ce qui veut dire que la fonction, le rapport ici de ces deux fonctions, elle est d'office positif. Elle est d'office positif. Et c'est pour ça que vous voyez, on aura toujours, quelle que soit la valeur de n, j'aurai des valeurs positives au-dessus de l'axe des x, que ce soit que je change la valeur de m ou de n, peu importe. Bon, donc je vais m'intéresser à cette fonction-là en orange et rechercher la limite quand x tend vers 0. Alors 0, il n'est pas pris dans le domaine. Hein. Je vais expliquer pourquoi. Parce que le domaine, il est là. Si k vaut 0, ah, si k vaut 0, si k ici vaut 0, on se retrouve avec 0 sur m, ça fait 0. Donc on recherche la limite quand x tend vers 0, là. Ah, x tend vers 0. Eh bien, on va faire ça. La limite quand x tend vers 0 de ln de cosinus nx sur ln de cosinus mx, eh bien on aura ln cosinus de 0, ça fait 1, et ln de 1, ben, ça fait 0. Au dénominateur, cosinus de m fois 0, ça fait 0. On aura, enfin, cosinus de m fois 0, m fois 0, ça fait 0, mais cosinus de 0, ça fait 1. Et comme ln de 1, ça fait 0, on a une forme d'indétermination 0 sur 0. Quelle aubaine on peut appliquer l'hospital, puisque l'hospital s'applique pour les cas d'indétermination 0 sur 0 et l'infini sur l'infini. Eh bien, il suffit de dériver ça. Bon, je ne suis pas obligé de dériver. Hein. Bon, je vais faire l'hospital. Je vais quand même dériver. Parce que j'ai pas de sinus. J'aurais pu ne pas dériver si j'avais du sinus, mais ici, je n'ai pas de sinus. Et donc, je vous rappelle que la dérivée de ln de f dérivée, c'est f' sur f. En d'autres termes, ln de cosinus nx dérivée, ben, c'est la dérivée du cosinus qui vaut moins n, dérivée de cos, c'est moins sin, moins n sinus nx, le tout sur cosinus nx. Il suffit que je répète ça, ça c'est f. Je le répète. Par contre là j'en fais la dérivée f', tout simplement. Moins n, oui attention que j'ai oublié le n là-bas. Voilà. Bon, alors c'est facile. Pourquoi? Parce que ce qui est au numérateur est au dénominateur, si ce n'est que j'ai un m au dénominateur. Donc, qu'est-ce que je vais écrire si j'applique l'hospital pour numérateur et dénominateur? À la limite, quand x tend vers 0 de ln de cosinus nx sur ln de cosinus mx, comme je vous ai dit, on a 0 sur 0. J'applique l'hospital, je vais dériver ceci et celui-ci et rechercher la limite. Donc on a quoi? Ben, on vient de voir que ça fait moins n cosinus. On a un cosinus, donc ça fait un sinus. Moins n sinus nx, le tout sur cosinus
nx, voilà le numérateur, et le dénominateur, ben, il suffit de répéter en mettant m. Sinus mx sur cosinus mx. La limite quand x est envers. Voilà. Et je vais m'intéresser à ça. C'est ça qui va m'intéresser. Je vais d'appliquer l'hospital. Et là, je peux retravailler. Là, j'ai du sinus. Hein. Donc là, le sinus, je peux retravailler. Bon, on a toujours sinus, ça fait du 0. Là, on a 1. Là, on a 0. Et là, on a 1. Donc, on a toujours du 0 sur 0. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant, il y a du sinus. Et il y a une limite quand x tend vers 0. Donc, je peux faire intervenir des infiniment petits équivalents. Alors, comment je vais le mettre. Ici, je vais multiplier par nx sur nx. Et là, je vais faire multiplier par mx sur mx. C'est comme si j'avais rien fait parce que ça fait 1, ça. Et ça fait 1. Multiplié par 1, le 1 il est neutre pour la multiplication. Par contre, ça va changer beaucoup de choses parce que la limite quand x tend vers 0 de sinus mx sur nx, c'est deux infiniment petits équivalents. Donc, leur limite fait 1. Par définition d'infiniment petit équivalent. Là, on a aussi la limite qui fait 1. Et donc, on va se retrouver que... alors, autre chose, c'est que cosinus, là, on aura n fois 0, ça fait 0. Et cosinus de 0, ça fait 1. Donc, celui-ci, il fait aussi 1. Alors, pareil pour cosinus mx. M fois 0, ça fait 0. Cosinus de 0, ça fait 1. Donc, on va se retrouver avec quoi? Eh bien, je vais éliminer tout ce qui doit être éliminé. Je vais reprendre ceci. Tout groupe, éliminer tout ce qui vient d'être éliminé par les infiniment petits équivalents et par... donc, qu'est-ce que je peux écrire? Ben, je peux écrire est égal à... Alors, moins par moins, ça fait plus. Hein. Je peux écrire n sur m. Ici, j'aurai... Alors, n fois n, ça fait n carré. N carré x sur m fois m, c'est m carré x. Et x sur x, ça fait 1. Et la limite, c'est n carré sur m carré. Et on va voir ça tout de suite. Dans un petit instant. Donc la limite, qu'est-ce qu'elle vaut? N carré sur m carré. Ben, on va voir ça tout de suite. Si c'est bien le cas, je vais sur GeoGebra. On va rechercher la limite. Limite de la fonction r quand x tend vers 0. Voilà, ça fait 4. Alors, est-ce que ça fait bien 4? Est-ce que n carré sur m carré fait bien 4? Alors ici, le n, je l'ai appelé n, c'est exact. Mais le m, ici, sur GeoGebra, il l'appelait i. Donc, en fait, je dois avoir n carré sur i carré. Effectivement, ça fait 4. Et maintenant, je vais changer avec le curseur. Moi, je vais ramener les curseurs visibles pour qu'ils puissent apparaître comme ceci, les changer et voir les valeurs qui vont changer ici. Bon, maintenant, je vais changer 49, 49, 100, 100, 121, 121. Voilà, donc ici, c'est bon. Et je peux déplacer le i, 121, 121. Ici, bien sûr, ici, je dois faire environ 89. Alors, bien sûr, vous aurez compris que si i devient grand, i carré est d'autant plus grand. Et comme le dénominateur, c'est inversement proportionnel, la valeur devient... B devient très petit. Hein. B devient très petit. Donc maintenant, tout dépend de l'ampleur de n de i.
Si i est beaucoup plus grand que n, mais ça devient beaucoup plus petit. En limite, maintenant, si je peux réduire, je peux réduire le n, le i vis-à-vis de n. Ah, la valeur s'agrandit, c'est normal. Bon, je vais faire un cas particulier pour n égale 3. Bon, 5, 5, on a des droites, hein. C'est normal. Si je prends 6, 6, 7, 7, etc., on aura chaque fois des coupures de droite. Voilà, 7, 7, j'ai des coupures de droite. Si j'écris 10, 11, 11, j'ai des coupures de droite. Voilà. Donc, on a des traits interrompus ici. C'est des traits interrompus. Voilà, on peut créer des formes de traits. En mettant les mêmes valeurs. En 9, 7, 8, 9, je vais avoir des droites. Là. Traits interrompus. Alors, je vais mettre 19. 19, voilà, on a ça. Oui, on peut créer Voilà, si je devais retirer la fonction qui est là, ben, bon, on peut créer des traits interrompus. Hein. À sa guise, mais il faut mettre le n égale m. Voilà, 21, on va mettre 21. Voilà. Si je sais pas pourquoi il n'a pas dessiné, parce que je l'ai effacé, ben, c'est normal. La fonction est là. Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez que si je mets n égale i, ben, j'ai des traits interrompus. Bon, ici, je vais prendre 15. 15, voilà, je peux créer des formes de traits de cette façon-là. D'où 10. 10, vous voyez, c'est vraiment des traits interrompus qui peuvent être modelés à sa guise. Hein. Maintenant, si je mets 1 et 1, ça donne des plus grands traits comme ça. Voilà, les traits interrompus peuvent être créés de cette façon-là. C'est une manière de créer des traits interrompus, pourquoi pas. Mais voilà, mais c'est pas comme ça qu'on crée les traits interrompus en programmation, bien sûr, vous l'aurez compris. C'est pas comme ça. Hein. Bien sûr, c'est fait à partir de boucles, de bouclage. On crée un trait, puis on boucle. Alors maintenant, je vais créer pour 3 et 2. Alors n égale 3 et i égale 2. Voilà. Et donc la limite ici, c'est 2,25, ce qui veut dire qu'on a 9 quarts. Parce que c'est 3 au carré, 9, et i vaut 2, c'est 9 quarts. Je vous remercie.